La vie peut parfois basculer en un claquement de doigts. Tu dînes un soir avec un proche sans savoir que le lendemain, il ne sera plus là. Parce qu'un taré en a décidé autrement. Salahoudine, c'est l'histoire d'un livreur de 22 ans qui s'apprêtait à livrer sa dernière pizza de la journée. Sur le chemin, il croise un mec chelou comme on peut en croiser régulièrement à Paris. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent. 5 coups de poignard dans la poitrine. Les deux ne se connaissaient pas. L'hypothèse d'un meurtre raciste a rapidement été écartée. Au tribunal, le père de Salahoudine est présent pour écouter les conneries de son avocat. À la fin du procès, le père se dirige vers le meurtrier et l'improbable surgit. Je sais pas comment ils font, mais il y a certaines personnes dans ce monde qui ont une sagesse incroyable. Moi qui n'arrive même pas à pardonner un pote qui tape la bise à ma copine, fais pas genre, je sais que je suis pas le seul ici. La plupart des gens partent du principe que le temps pourra effacer n'importe quelle souffrance, ou qu'Harry Potter va venir avec sa baguette magique pour nous en débarrasser. Alors qu'en réalité, chaque trahison, chaque foutage de gueule se planque dans un petit coin de notre tête avant de réapparaître de manière brutale quand on s'y attend le moins. Tu sais, quand il y a un petit truc qui te refait penser à quelqu'un et que ça te fout la rage. En fait, certains événements se transforment en fardeau qu'on se trimballe toute notre vie. Et tout ça, principalement pour une seule raison. C'est parce qu'on n'a jamais réussi à faire comme le père de Salahoudine, à trouver le pardon. Et donc, dans cette vidéo, je voulais te partager mon approche, celle qui m'a aidé à pardonner cette fille qui m'a fait cocu. Je sais pas si tu t'es déjà fait tromper, mais ce moment où t'apprends la nouvelle, il est traumatisant. Quand j'étais à la fac, on avait un groupe de potes hyper soudés. On était une quinzaine, on s'entendait super bien. Et dans ce groupe, il y avait cette fille avec qui je suis resté plus de 4 ans. À une soirée, on lance des petits débats à la con, on parle de relations, de tromperies, et j'ai un pote qui fait une gaffe sur ma copine. Au début, je pensais que c'était une blague. Mais quand je vois qu'ils se lancent tous des regards chelous et qui s'arrêtent de parler, c'est le genre d'ambiance que tu comprends direct. Ils étaient tous au courant. J'ai le souffle coupé, j'ai mon cœur qui bat à 200 et je sens comme une envie de vomir. Et pendant plusieurs années, je vais me traîner ce souvenir comme un boulet. Parce que j'avais bien trop la haine pour faire ce que le père de Salahoudine a fait. Séparer l'action de la personne. C'est-à-dire faire la part des choses entre la tromperie d'un côté et ma copine de l'autre. La plupart du temps, on met les gens dans des cases parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et encore plus quand on est vénère. Connasse, ça nous fait du bien sur le coup, mais avec le recul, beaucoup de recul, je crois qu'il y a peu de gens vraiment sadiques dans le monde. Et que n'importe qui peut devenir un salaud si on le met dans le mauvais contexte avec de mauvaises informations. On succombe tous à des comportements qui ne reflètent pas qui nous sommes réellement. Chez les chrétiens, ils appellent ça aimer le pécheur, haïr le péché. Et du point de vue de la psychologie, on découvre que cette notion de soi n'existe pas vraiment. Ce truc où on se dit « je suis comme ça, il est malhonnête », c'est juste une construction imaginaire qui est toujours en mouvement et en évolution. Et tu peux pas juste arrêter et dire « Francis, c'est un mec hyper intelligent ». Non, c'est aussi un mec charismatique, drôle et super bien foutu. Et donc, quand on ne voit plus la mauvaise action comme la totalité du caractère d'une personne, on vient juste de faire notre premier pas vers le pardon. Le 13 mars 2016, quelques minutes avant que son mari ne rentre, Valérie se tient prête. Un revolver chargé, une bâche pour recouvrir le corps, l'endroit exact pour le jeter. Tout est bien organisé. Devant la police, elle leur dira qu'il a disparu avec un air apeuré. En réalité, elle va l'assassiner de sang-froid en lui tirant 2 balles dans la nuque. Quelques mois plus tard, elle se fait attraper et l'affaire fait le tour de France. Les gens se rassemblent pour manifester. Il y a même une pétition qui est signée par 540 000 personnes. Et tout ça dans un seul but, pour la libérer. En fait, depuis qu'elle a 12 ans, Valérie se fait battre et se fait prostituer par son mari. Et quand j'entends ce genre d'histoire, je peux pas m'empêcher d'avoir de la sympathie pour une meurtrière. La meuf, elle a littéralement tué quelqu'un et moi, je trouve ça ok. En fait, c'est parce que je comprends ses motivations. Quand on fait face à une action immorale ou une trahison, on s'arrête souvent à « c'est de la merde ». On cherche pas à creuser plus loin parce qu'on estime que ça vaut pas le coup d'y mettre de l'énergie. Mais peu importe ce qu'une personne a fait,
Cherche toujours une explication à ce qui l'a motivé. Si ton partenaire t'a trompé, c'est peut-être parce qu'il s'est senti délaissé à un moment. Et tu pourrais me dire, t'es gentil, mais se sentir seul ne te donne pas le droit de briser la confiance d'une relation. Et t'as raison, ce n'est pas le cas. Le but ici n'est pas de l'excuser, on n'en est pas encore là. Ce sont simplement des explications. Des explications qui permettent d'avoir un peu plus de sympathie pour ton partenaire. Des explications qui permettent de faire un deuxième pas en direction du pardon. Dans tous les articles que j'ai lus sur le pardon, je voyais toujours ce mot revenir, l'empathie. L'empathie, c'est prendre la douleur qui a motivé une personne à faire une action blessante et d'imaginer avoir la même douleur. Ici, on va un peu plus loin que de comprendre sa motivation, on essaye vraiment de la ressentir. Parce que le fait de ressentir la même chose que l'autre permet de créer une vraie connexion et c'est ça qui nous emmène vers le pardon. Dans la théorie, c'est facile à comprendre, mais dans la pratique, comment ça se passe ? Comment faire pour ressentir la douleur de notre copine qui nous a trompés si nous-mêmes, on n'a jamais été motivés à tromper ? Dans les expériences d'Adam Bemel et de Valdesolo, ils font un truc marrant à leurs cobayes. Ils les placent côte à côte et ils les font cliquer sur des souris d'ordinateur. Certains vont devoir cliquer en même temps, d'autres vont devoir cliquer de manière asynchrone. Bon, j'étais comme toi, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils leur demandent de faire ça ? En fait, les chercheurs voulaient confirmer une hypothèse. Si les personnes réalisent des mouvements synchrones, c'est-à-dire qu'elles font le même move, quoi, elles développent une plus grande sensibilité à ce qu'éprouvent leurs semblables. Et ils ont tapé dans le mille. Ceux qui doivent cliquer en même temps sur les souris éprouvent au final une plus grande empathie mutuelle. Et là, on est tous en mode, évidemment, arrête, pas à moi s'il te plaît. Cette conclusion est juste totalement contre-intuitive. Parce qu'on entend souvent dire qu'une personne est empathique ou que telle personne ne l'est pas, en croyant que c'est quelque chose d'inné. En fait, ce qu'on comprend avec cette expérience, c'est que l'empathie arrive seulement après un effort de synchronicité. Pour une tromperie par exemple, l'idée c'est de revivre le parcours pour te synchroniser à ton partenaire. S'il t'a trompé dans un bar, imagine que tu vis la même soirée. T'es chez toi, tu te prépares, 22h, tu rejoins tes copines, vous arrivez dans le bar, il y a une grosse ambiance, tu prends un verre, 2 verres, il commence à faire chaud sur la piste de danse. À côté de toi, il y a ce grand brun aux yeux bleus qui te regarde avec son petit sourire au coin, il est très mignon et quand il te prend la main pour danser, ça te fait comme des papillons dans le ventre. Et là, sans jamais avoir eu envie de tromper ton partenaire, t'as ressenti toute la douleur du désir parcourir ton corps. Et tu vas le refaire 1 fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que tu le ressentes de manière intense. Parce que derrière cet exercice, il y a cette empathie qui va apparaître. Au 19e siècle, il y a un homme qui va occuper les postes les plus importants à la tête de l'État. Ce mec, c'est Talleyrand. Que ce soit sous le régime de Napoléon, de Louis XVI ou de Charles X, il va réussir à gagner leur confiance. Sauf que sa spécialité, c'est la trahison. Dès qu'il sent le vent tourner, il va tous les... Il dira même dans un de ses bouquins que les rois changent de ministre et que son truc à lui, c'est de changer de roi. Je pense qu'on a tous connu quelqu'un comme ça dans notre entourage. Une personne à qui on peut pas totalement faire confiance, mais qu'on aime bien quand même. Ou une personne à qui on a déjà pardonné une fois, mais qu'on ne sait pas si elle va recommencer. Et donc, pour faire ce dernier pas vers le pardon, pour être plus à l'aise avec cette décision de pardonner, le truc, ça va être de remettre cette personne à la bonne place dans notre vie. Une fois qu'on a sympathisé avec cette personne, une fois qu'on a eu de l'empathie pour elle, il est temps de nous demander quel rôle est-ce qu'on veut qu'elle ait dans notre vie. La plupart des gens pensent que pardonner veut dire recommencer une relation à zéro, alors que le pardon est un moyen de redéfinir ses limites. Et que le plus important n'est pas de savoir si cette personne va recommencer. Ce qui est important, c'est que ces nouvelles limites te donnent une idée claire pour gérer chaque situation avec elle. Et peu importe ce qui se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Si c'est pas le cas, je te le pardonnerai jamais. Sinon, j'ai écrit un PDF sur comment se libérer du regard des gens. Je te l'offre dans le lien de la description. À bientôt.